Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie Schieber. Amélie, salut. Salut Alexandre. Alors Amélie, je suis super content que tu passes dans mon podcast. Tu vas nous raconter beaucoup de choses aujourd'hui. Tu es la patronne de Time, donc tu vas nous expliquer ce que c'est. Mais avant tout, est-ce que tu peux dire aux auditeurs pourquoi aujourd'hui c'est intéressant de t'écouter sur les sujets autour de la vente? Yes, et ben, écoute, déjà merci pour, ton invitation sur ce podcast. Je suis très honorée. Je n'ai pas une grande expérience de podcast, que c'est puisque c'est mon deuxième. Et donc pourquoi ce serait intéressant de m'écouter? Bah, écoute, j'espère que les auditeurs, confirmeront. Aujourd'hui, moi, j'ai envie de parler un petit peu de mon expérience justement, sur Time et sur la croissance qu'on a eue, avec, nos partenaires et comment on passe, d'un prototype produit à maintenant un produit reconnu et approuvé par, plus de 2 000 experts comptables et 200 000 utilisateurs. Ouais, très bien. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots aux auditeurs qu'est-ce que c'est exactement Time Ouais, que je- bien sûr, avec plaisir. Alors Time, en fait, c'est solution, donc c'est un logiciel, qui est accessible pour les experts comptables et les entrepreneurs, donc à destination de ces 2 types de populations, et qui permet, de faire toute la partie, administrative, donc de ta boîte. C'est-à-dire quand tu es entrepreneur, ça te permet, de faire tes factures, tes devis, de suivre un peu ta trésor, tes notes de frais et cetera, et quand tu es expert comptable, ça te permet de faire, la production, comptable, donc le bilan, les comptes de la société. Donc voilà ce que c'est, Time aujourd'hui, c'est vraiment, un logiciel, à destination, voilà de enfin pour faire toute la partie administrative en fait, de ta boîte et qui vise à la fois les entrepreneurs et les experts comptables. Ok, bah écoute, merci. Alors moi, j'ai effectivement été utilisateur et client de Time par le passé, et c'est vrai que c'est mon expert comptable qui m'a proposé l'outil pour faire tout ce dont tu as parlé. Mmh. Et en fait, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est comment vous avez construit en fait votre croissance d'entreprise grâce à vos partenaires et notamment grâce à votre réseau d'experts comptables. Et en fait, je voulais que tu nous parles de ce sujet parce que dans beaucoup d'épisodes du podcast, une des problématiques majeures des entreprises et parfois de très belles entreprises en France, c'est la croissance via les partenaires. Ouais. C'est un sujet vraiment qui est compliqué à mettre en place, à maintenir dans le temps. Et toi et tes équipes, en fait, vous avez, je pense, réussi à craquer quelque chose sur ce sujet. Donc, ça va être ça le sujet du jour. Est-ce que tu peux, avant qu'on commence dans les différentes parties qu'on a préparées, nous dire un peu ce que tu penses de ce sujet, pourquoi tu voulais adresser ce sujet aussi aujourd'hui dans le podcast? Yes, et ben écoute, ce que je pense de ce sujet, c'est que, effectivement, c'est pas simple. On s'est posé la question de partir effectivement en direct auprès des entrepreneurs ou de passer par les experts comptables. Bon, la question s'est pas posée, très longtemps, puisqu'on vient un peu, du milieu de l'expertise comptable à l'origine, en fait, et que, on voulait adresser des entrepreneurs et qui mieux que les experts comptables, pour les adresser, ça nous est apparu comme une évidence. Donc pourquoi je pense que ce sujet est important? Parce que ça n'a pas été simple, comme tu dis. On a des boîtes qui réussissent très bien à faire, ça et desquelles on s'est d'ailleurs inspiré, nous. On en parlait, tout à l'heure, on parlait d'HubSpot, notamment, c'est vraiment, la référence, pour nous en tout cas en la matière. Et c'est vrai que c'est pas simple. Il nous a fallu du temps, on a eu des hauts, des bas, et l'idée c'est de pouvoir, partager mon expérience là-dessus, pour faire en sorte que certaines peut-être, puissent aller plus vite et sauter quelques étapes. En tout cas, j'espère que je pourrai au moins apporter ça. Ouais, effectivement, hein, HubSpot est assez connu pour son département partenariat. Ils communiquent sur le fait que 50% de leur chiffre d'affaires, donc plus de enfin, la moitié, est généré par leurs partenaires. Est-ce que toi, tu sais à peu près quel est le pourcentage de chiffre d'affaires généré par Nous, c'est votre réseau? 90. Ah Nous, ouais, c'est d'accord, 90. Ouais. Nous, c'est d'accord. notre business model, il a été construit, sur les experts comptables, donc sur nos partenaires experts comptables, et aujourd'hui, c'est 90 de notre chiffre d'affaires qui arrive, par ce biais-là. Ok.
Bah, écoute, hyper intéressant. Donc, on a préparé, en amont du podcast, plusieurs chapitres pour essayer de vous donner des clés, et des clés de compréhension de comment on construit, cette stratégie de partenariat. Tu voulais, aborder d'abord dans un premier temps les challenges, auxquels vous avez fait face, notamment sur le produit, mais aussi la concurrence. Comment vous avez, peut-être, commencé? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts, et qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a amené en fait à vous dire: «Bah, il nous faut un réseau de partenaires»? Mmh. Alors, en fait, Time, c'est une boîte qui existe depuis 2015. On l'a, OK. cofondée en 2015. Au tout début, il y avait pas de commercialisation. On était vraiment sur le produit. Donc on n'était pas forcément pressés. On n'avait pas encore imaginé, enfin, on savait déjà qu'on allait passer par les experts comptables puisque mon parcours fait que moi, je viens de l'expertise comptable et que la plupart des cofondateurs, qui sont avec moi, viennent aussi de ce milieu-là. Donc on connaissait bien l'expertise comptable et on savait que, nos outils, allaient plaire aux experts comptables et pourraient être, mis à disposition des entrepreneurs par le biais de ces experts comptables, donc par ce réseau de partenaires qu'on allait devoir créer. Donc en 2015, en fait, quand on se lance, nous, notre job, c'est de faire le produit. Vraiment, on passe, quelques années à refondre le produit, à investir et cetera dans, le produit et à partir de 2019, on se dit: «Bon, il va falloir qu'on, commence à commercialiser et que, on s'adresse, notamment à nos, fameux partenaires, à nos experts comptables, qu'on visait». Heu on était, finalement au début, plutôt, tranquille, on va dire, puisque, on n'avait pas vraiment, de concurrence. Nous, on allait en fait, simplement et c'est déjà pas mal, révolutionner un petit peu l'approche, auprès des experts comptables, l'approche qu'ils ont avec leurs éditeurs de logiciels historiques. Donc j'entends par, leurs éditeurs historiques, tout ce qui va être Cegid, Sage, enfin c'est des vraiment, c'est, les historiques du marché qui ont, 90 du marché, aujourd'hui. C'était un nouveau business model à leur présenter puisqu'on a un logiciel en mode, SaaS et donc ça, c'était vraiment une approche nouvelle et une approche nouvelle notamment aussi dans la commercialisation parce qu'on passait par eux pour qu'ils puissent, eux, proposer à leurs clients, notre outil et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas. Heu il n'y avait pas vraiment d'outils, à disposition des entrepreneurs, connectés avec l'outil, de l'expert comptable. Il y avait des outils pour les entrepreneurs, bien évidemment, hein, ils nous ont pas attendu, mais pas forcément aussi bien connectés, que ça à l'outil, des experts comptables. Donc ça, c'était une nouveauté. Donc le premier challenge déjà, ça a été de faire accepter, ce nouveau business model à ses partenaires, donc à nos experts comptables, et accepter aussi qu'on puisse potentiellement communiquer à leurs clients, indirectement. Heu, donc ça a été vraiment déjà le 1er gros point, c'était, changer les mentalités, de nos partenaires, pour leur montrer et prouver la valeur de notre outil, que ça avait un intérêt. Et on est dans un podcast sur la vente, Mmh. selon toi, les arguments qui fonctionnaient dans les relations les négociations avec ces experts comptables, qu'est-ce que c'était, C'était la satisfaction que ça allait apporter à leurs clients. OK. Ça a vraiment, super bien marché et le gain de temps qu'ils allaient faire aussi. Donc on avait 2 critères, vraiment, fondamentaux. C'était la satisfaction, de leurs clients puisqu'en fait, Time, c'est un outil qui est plébiscité, tu le disais toi-même, tu es utilisateur en tant qu'entrepreneur, donc pas en tant qu'expert comptable, mais en tant qu'entrepreneur et généralement les entrepreneurs qui utilisent nos outils sont hyper contents. En fait, ils adorent, le produit, c'est très simple, c'est très intuitif et ça leur fait gagner, du temps, ça leur fait, voilà, ça fait le job sur, l'ensemble de leurs démarches administratives, donc ils adorent nos produits. Donc ça, c'était un des gros arguments pour convaincre les experts comptables de mettre à disposition de leurs clients nos outils. Ils allaient gagner, en fait, en satisfaction client. Si ton expert comptable, il te propose un outil canon, bah, tu es content et tu le remercies finalement. Donc ça a été un des points, majeurs, la et satisfaction client. Ouais, pardon, vas-y. et juste dans le modèle, économique, les experts comptables, payent quelque chose ou sont rémunérés parce que leurs clients payent? C'est pour bien Alors, comprendre, c'est eux qui payent. Nous, OK. on ne facture pas, directement, Le le client client final? final, l'entrepreneur. C'est eux, nous, on facture les experts comptables et eux peuvent décider ou pas de refacturer, notre outil. C'est eux qui OK. décident, en fait. Donc, là-dessus, ils peuvent aussi, et c'était un des arguments, faire, marge, en tout cas, sur notre outil. Ça, c'est eux qui décident.
Ah, ils peuvent, refacturer un peu plus cher, Exactement. s'ils Cer veulent. Certains partenaires décident de refacturer, d'autres décident de ne pas refacturer. Ça, c'est vraiment à la discrétion du partenaire, c'est lui qui décide. C'est lui qui C'est le modèle idéal parce qu'ils vont vous apporter des clients et en plus ils vont, C'est payer. ça, c'est ce qu'on essaye, oui. Alors après ça peut être, parfois compliqué parce que, il faut pouvoir justifier auprès de son client qu'on va lui apporter un outil qui est payant. Donc parfois il va dire: «Bah non, je veux pas payer», donc en fait finalement il prend pas l'outil. Donc parfois c'est pas si évident, mais Mmh. en tout cas l'expert comptable, notre partenaire, lui, il a le choix. C'est lui qui choisit. Nous on a un contrat avec lui, on facture directement, le partenaire qui lui décide ou pas de refacturer, la solution à ses clients entrepreneurs. Oui, donc je me souviens effectivement, moi je payais mon expert comptable et dans la presta, il devait avoir, une brique, logicielle en fait, qui était Time et Mmh. donc au final j'avais Time, mais j'avais pas l'impression de De payer payer. Mmh. pour Time. Non, exactement. OK. Donc ça a été la le 1er gros challenge qu'on a dû relever. C'était, changer en fait l'approche, des experts comptables vis-à-vis des éditeurs en fait, de la profession comptable. Donc c'est un nouveau modèle économique et ça a été, on a été bien aidés, aussi, dans ce nouveau modèle par nos concurrents finalement, puisque à partir de 2020 à peu près, donc tu vois, nous ça faisait 1 an qu'on commençait un petit peu à commercialiser. À partir de 2020, nous on a eu, des concurrents, et notamment un concurrent principal qui a pris, la même largeur fonctionnelle que nous plus ou moins et la même approche que nous, à quelques différences près et qui donc venu, éduquer le marché des experts comptables avec nous. Donc quelque part, c'était un concurrent pour nous, mais c'était, finalement, plutôt bénéfique. Ça nous a énormément challengés parce qu'il fallait, qu'on soit, pas en retard par rapport aux concurrents, en termes de fonctionnalité, en termes de pricing, en termes de voilà, et pour autant, grâce à ce concurrent, on a pu, clairement, prêcher la bonne parole auprès de ses partenaires. Puisque eux aussi, alors pas forcément dès le début, mais en tout cas, très vite, ont compris qu'ils allaient faire, leur business, grâce aux experts comptables. Ouais. Il y a quand même, pas mal de piliers, en fait, dans la réussite, que vous avez. Il y a bon, tu as parlé du produit, vous avez quand même passé plusieurs, années Années. à Mmh, construire mmh le mh. produit avec, des experts comptables. Mmh. Il y a la partie, modèle économique, finalement, il fallait quand même bien penser le modèle économique pour, les experts Clairement. comptables Mmh. et enfin la partie, donc dont on est en train de parler, qui est le sujet du jour, la partie stratégique de, finalement faire, de la vente indirecte via les experts comptables. Est-ce que vous aviez une stratégie de prospection des experts comptables ou c'était un peu au début, j'imagine maintenant vous l'avez, mais au début c'était un peu, bah, je contacte des experts comptables que j'ai, déjà pas trop loin de notre bureau et puis après on verra? Alors les experts comptables, il faut savoir que c'est un petit milieu, hein. Je veux dire, Ouais, aujourd'hui, il y a 22 000 cabinets, en France, hein. C'est pas, énorme. C'est très réglementé comme profession, donc en fait, n'est pas expert comptable qui veut et généralement, nous, dans notre construction, dans notre boîte, on a des experts comptables et chaque expert comptable connaît des experts comptables. Donc on a bien évidemment testé notre pricing, nos modèles, nos produits, sur les experts comptables qu'on connaissait et au début, les premiers clients ont été les experts comptables qu'on connaissait. Ça a été pas facile, hein, parce qu'ils sont plutôt exigeants en termes de retour sur l'offre commerciale et sur le produit, donc ça nous a fait, vraiment progresser. Et après effectivement, on avait vraiment une stratégie, pour aller chercher, ces cabinets. Alors c'est une stratégie tout ce qu'il y a de plus classique, hein, les experts comptables, tu les trouves dans l'annuaire, hein. Enfin, je veux dire, tu as un annuaire de l'ordre des experts comptables, donc il suffit d'aller taper dedans, tu prends ton téléphone, bon, je veux dire, ou ton mail, hein, enfin, on va pas refaire la stratégie, d'acquisition, mais en gros, c'était pas très compliqué et surtout, en fait, enfin, d'accéder aux experts comptables, c'est pas le plus compliqué. Tu as aussi, notamment un gros événement, un salon, c'est le congrès de l'ordre des experts comptables, qui est une fois par an, qui est en fait la grand-messe des experts comptables, la réunion de tous les éditeurs et de tous les prestataires qui sont, en contact de près ou de loin avec les experts comptables et c'est grâce à ce salon, quand tu prends un stand en gros, que, bah, tous les éditeurs te le diront, on fait, entre 50 et 60 de notre chiffre grâce à ce salon. Donc en fait, ah ouais. on a compris, qu'il fallait y être, et donc on a commencé à prendre un stand, dès 2019 en fait, dans ce congrès.
Ouais, tu dis c'est pas si compliqué, d'acquérir les clients, enfin, en tout cas d'aller vous chercher les experts comptables. Mine de rien, tu as parlé du salon, tu as parlé de téléphone, tu as parlé de mail. J'imagine qu'il faut quand même, multiplier les canaux d'acquisition. Est-ce que vous aviez aussi une stratégie de contenu ou ça c'est venu après ou? Alors de contenu, pas forcément. Nous, c'était vraiment en fait, le produit aussi, clairement. En fait, avoir le bon produit, qui parle à cette profession, parler le même langage qu'eux. Il faut savoir que dans nos équipes et en recrutement qu'on a fait, on a recruté des gens qui viennent de cabinets, donc qui OK, connaissent le langage, qui est un langage très particulier, hein, des experts comptables, qui connaissent les problématiques, des experts comptables, le quotidien des experts comptables. On a des experts comptables qui sont, salariés chez nous, enfin et ou, conseillent chez nous, enfin à domicile, enfin à demeure, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment on connaît parfaitement, ce milieu-là parce que d'une part, dans nos cofondateurs, on a des experts comptables. Dans nos équipes, on a des experts comptables et ou des anciens collaborateurs de cabinets comptables. Donc en réalité, ça, c'est aussi ce qui va faire la différence. C'est qu'ils savent ils savent qu'on connaît leurs problématiques. ouais. Donc finalement, après, il y a quand même un bouche à oreille qui se crée. Donc on n'a pas vraiment une stratégie de contenu en tant que telle. Évidemment, on va les adresser, être présent aux événements où ils sont. C'était encore très lié à l'événementiel, hein, et enfin ça se confirme encore aujourd'hui. Et c'est surtout savoir leur parler, et adresser le meilleur produit pour leurs problématiques. C'est ça en fait, notre stratégie, c'était le produit quand même. Ouais. Et au début, donc stratégie produit et puis, expertise du secteur. Et au début, quand vous prospectez ces experts comptables, vous aviez quand même, je sais pas, une stratégie d'appel à froid avec, l'accroche, avec les arguments qu'il faut, ou vous l'aviez fait vraiment en mode, on verra, on appelle et puis On on l'a fait un peu sur attendra? le tas, on va pas se Oui. mentir. On l'a fait un peu sur le tas et puis notre produit, de 2019, il a plus rien à voir avec la version qu'on commercialise aujourd'hui. Ouais, C'est aussi ça qui nous a fait grandir. C'est-à-dire qu'en 2019, on proposait une version, du produit qui n'a effectivement rien à voir, avec, celle d'aujourd'hui. On s'est pris des bâches parce que ça correspondait pas aux attentes, de ses partenaires, justement. C'était, pas, assez complet, ou c'était trop cher aussi au début, enfin au tout début, on avait une grille tarifaire complètement déconnante, enfin donc ça, on s'en est rendu compte vraiment sur le terrain et notamment sur les événements. Et après on a changé notre produit. Notre produit, il faut savoir qu'il évolue, toutes les 3 semaines encore maintenant, hein, il y a des sprints, et donc il y a des évolutions, toutes les 3 semaines qui sont étroitement liées aux demandes de nos partenaires. C'est quand même leurs retours qui font notre roadmap, donc ça c'est hyper important et au fur et à mesure, on s'est rodé et on s'est professionnalisé aussi. On a recruté des personnes, et des profils des types de personnes qu'on n'avait pas. On s'est créé un SDR, qu'on n'avait ouais, pas, donc effectivement, stratégie d'inbound et d'outbound, on s'est créé enfin, on a eu vraiment des sales, on n'avait pas de sales au début, hein. Je veux dire, on était 2, on vendait, et c'était, le mec du produit qui vendait avec moi. Enfin, je veux dire, c'était donc ça a été, par étapes, et effectivement, le recrutement a été, stratégique dans notre, croissance en fait, ouais. et on s'est structuré au fur et à mesure. Ouais, et justement, ça m'intéresse. Donc, au début, on comprend que, bah, les premiers vendeurs de la boîte, ce sont vous, les fondateurs. Mmh. À quel moment tu te dis: «OK, là, il nous faut, un SDR, donc quelqu'un qui va prospecter. Il nous faut peut-être quelqu'un qui va gérer les contrats, quelqu'un qui va gérer la prévente». Est-ce que, vous avez du coup, fait appel à des investisseurs pour structurer la force commerciale? Enfin, quel a été le switch chez vous pour se dire: «Là, on commence à avoir des clients, de l'attraction, il faut, avoir un peu plus de process commerciaux Mmh. et une organisation commerciale un peu plus élaborée que juste, les 2 fondateurs qui font tout». Bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a lancé Time, on avait déjà des clients. Enfin, je veux dire, OK, on avait déjà des clients et qui sont nos clients historiques. Et donc, nous, on n'a jamais fait appel à des investisseurs puisqu'on a tout de suite d'accord. été, dans une logique, d'autofinancement et de rentabilité. Donc, en gros, dès le départ, en fait, on construit notre boîte, pour qu'elle dure, pour qu'elle, soit pérenne et donc on avait une logique de on fait du chiffre et on réinvestit tout ce qu'on fait. On a aussi des systèmes de
financement et de prêts à BPI, et cetera. Mais finalement, c'était une logique où on n'a pas levé de fonds, mais on avait quand même déjà des clients qui permettaient d'avoir du chiffre d'affaires et donc qui nous ont permis aussi d'investir. Donc on avait cette base et ce socle assez solide. Et donc, quand il a fallu se structurer, c'est au bout d'un moment, on fournissait plus parce que nos clients historiques nous ont apporté aussi d'autres clients. Et donc on commençait à avoir énormément de demandes finalement. Donc il a fallu structurer. On ne pouvait plus effectivement tout faire. Donc très vite, on se dit, bon, de quoi on a besoin? Le premier recrutement, c'était de se dire, je recrute quelqu'un qui va gérer ces demandes. Il faisait un peu tout. Il n'y avait pas d'équipe SDR, sales, partner success comme on les appelle, puisque justement c'est pour accompagner nos partenaires. Il y avait juste un type qui faisait tout, qui est encore là d'ailleurs. Et donc il était au four et au moulin et très vite en fait on se rend compte en gros que c'est pareil, ça on fournit plus, on fournit plus. Donc en fait la structuration elle s'est faite de manière très progressive au fur et à mesure que les demandes arrivaient. En fait notre objectif c'était pas de brûler les étapes, c'était au contraire justement d'y aller par étapes et donc on voyait que ça fonctionnait, donc on structurait. C'est vraiment une logique où on n'a pas eu de levée de fonds et où il fallait cramer le cash en 1 an. C'était non, on voit que ça fonctionne, donc on réinvestit de manière progressive en fait. Et donc on structure et l'investissement s'est fait dans le recrutement aussi. Je comprends, mais c'est vrai que dans le SaaS, tu quand même sur la vente, en tout cas, la vente de SaaS, tu as, des choses qui se font sur l'organisation commerciale qui sont assez, comment dire? Assez spécialisées. Les forces de vente vont être spécialisées. Donc, tu as parlé des SDR, des Customer Success Managers et cetera. Ça, vous le découvrez quand? Est-ce que vous êtes fait accompagner? Ça m'intéresse de savoir si vous avez fait appel à des compétences extérieures ou si c'était un recrutement de quelqu'un qui connaissait cette organisation, pour vendre du SaaS Mmh. et qui vous a dit: «Bah, il nous faudrait quelqu'un plus pour chasser, d'autres plus pour gérer les contrats» et cetera. En fait, on le découvre un peu sur le tas. On ne s'est pas spécifiquement fait accompagner parce qu'à la base, nous, on vient, effectivement de l'expertise comptable. Donc tu es en vente directe. En gros, tu es en B2B, donc c'était assez simple. Moi, j'ai une expérience, on faisait énormément de croissance, donc on s'est dit: «On sait gérer la croissance». Là, on devient en B2B2B, en gros, donc en fait, un intermédiaire en plus, effectivement, donc en mode, SaaS, c'est complètement nouveau et donc en fait, on n'a pas structuré du tout nos équipes de la même manière, et ça, on l'apprend un petit peu, au fur et à mesure que tu discutes avec, des prestataires à toi. Tu fais appel à par exemple, nous, on a commencé à prendre des outils, Salesforce, Mojo par exemple, enfin des outils qui nous structurent dans la vente et qui, au fur et à mesure des discussions, te disent: «Ah ouais, mais vous devriez vous structurer comme ci, vous devriez faire ça». On n'a pas pris quelqu'un qui nous a aidés à nous structurer, c'est plutôt in fine, en regardant ce qui se passe, en lisant beaucoup, en étudiant un petit peu, les business models qui nous intéressaient. On a parlé d'HubSpot, qui était hyper intéressant pour nous, avec qui on a beaucoup discuté puisqu'on faisait appel à eux, sur la partie marketing. On a discuté beaucoup avec Salesforce aussi, qui nous a aidés finalement à structurer notre CRM et du coup nos équipes, par là même. On a discuté, enfin voilà, avec différents, acteurs du marché, et du coup ça nous a, inspiré, la construction, de notre équipe, enfin et notre organisation commerciale. Après notre organisation commerciale n'est pas clairement calquée comme, toutes les startups, de ce milieu, tech, un peu et des éditeurs de logiciels en mode SaaS. C'est que oui, on a des SDR, on a, des commerciaux, et des partners success, enfin l'équivalent des customer success, managers, mais finalement on a une structuration qui est aussi qui est très spécifique et qui est liée, pardon, à notre culture d'entreprise. En gros, on et ça a été dès le départ, bien avant la commercialisation, on a fait le choix, d'avoir une culture d'entreprise forte et inspirée notamment, de l'entreprise libérée. Et donc ça voulait dire, beaucoup ça
dire beaucoup de choses et c'est un podcast à part entière, je pense. Mais dans l'esprit, c'est que tout le monde participe à la construction en fait de la croissance de la boîte et que les sales, au même titre que le produit, et que on a mis en gros le bien-être de notre collaborateur au centre de la culture de la boîte et il n'y a pas notamment d'incentive, il y a pas de, enfin il y a tout un tas de sujets en fait qui vont impacter cette dimension commerciale, qui fait que on a aussi une organisation commerciale très spécifique. Donc on a un SDR, mais on a une organisation qui fait que en l'occurrence, on a des squads où on a mélangé les différents profils. Il y a dans chacune des squads, on en a 4 en gros, pour la partie commerciale, auprès des partenaires. Elles sont calquées sur la taille, du partenaire en question, segmentation, client, de par sa taille, on va dire. Et dans chaque squad, tu as tous les profils. Tu as, un SDR, tu as un sales, tu as un partner success, tu as des métiers qui connaissent vraiment et en fait, c'est ce mélange-là, sur des équipes d'une petite dizaine de personnes maximum, qui fait que ça fonctionne et on n'a pas siloté de manière verticale. On a plutôt cherché à avoir, une synergie dans cette équipe, avec différents types de profils qui allaient s'apporter mutuellement. Ouais, je crois que c'est Spotify, hein, qui fait ça beaucoup, Ouais. des systèmes de squad, Mmh. avec une organisation, du coup, comme tu l'as dit, p d'entreprise libérée. Est-ce que tu peux nous détailler un peu quand on est, commercial ou dans la vente chez Sales, qu'est-ce que ça implique, cette entreprise libérée? Tu nous as dit que, par exemple, rapidement, tu nous as dit qu'il y avait pas d'incentive. Est-ce que tu peux, détailler un peu tout ça? Comment ça vous est venu? Comment vous l'avez mis en place? Comment aujourd'hui ça fonctionne? Alors oui, à la base, en fait, nous, on est une boîte, tech et on n'est pas, une boîte commerciale. Et de par notre structuration d'ailleurs, on a plus de tech que de commerce. Enfin, c'est pas forcément le cas dans toutes les boîtes, SaaS, mais on a, 2 tiers des équipes qui sont des équipes tech, enfin tech, produits et cetera. Donc, et le dernier tiers, c'est, market, sales et cetera. Donc, notre boîte, elle est drivée, plus par cette, dimension produit. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on a mis en place cette culture d'entreprise libérée, parce qu'on croit, fondamentalement que le bien-être de chaque collaborateur, quand il est au centre de la problématique de l'entreprise, bah, ça fait toute la différence. Si la personne, elle est bien dans la boîte, enfin, et en tout cas, qu'on lui apporte ce dont elle a besoin, c'est-à-dire peut-être de la flexibilité, enfin, je vais détailler un petit peu plus, mais notamment de la flexibilité, et ben, elle va être bien dans ses baskets et donc elle va s'investir d'autant plus dans l'entreprise. Et chez les sales, c'est pareil. Enfin, tout le monde est sur un pied d'égalité. C'est pas les sales qui font forcément avancer la boîte. Ils y arrivent et on l'a vu sur ce que je disais précédemment, c'est qu'ils arrivent à vendre parce qu'on a un bon produit. Donc pourquoi est-ce qu'un sales toucherait des commissions parce qu'il arrive à vendre un truc que le développeur d'à côté de lui a développé? Dans ce cas-là, il faudrait donner des incentives à tout le monde. Hem Et donc ça a mis ça un petit peu en perspective et donc l'impact sur les équipes commerciales, c'est que cette culture d'entreprise qui est donc fondamentalement basée sur le bien-être permet, à tout le monde d'avoir beaucoup de flexibilité. Tu peux choisir de travailler d'où tu veux, les horaires, que tu veux. On a une hiérarchie, qui est très flat puisqu'il n'y a pas forcément de notion de titre en fait, hein. C'est plutôt, l'intelligence collective qui a primé et donc les gens sont reconnus en tant que leaders et donc il n'y a pas une direction qui va nommer, des chefs. Donc ça, c'est les fondements, principaux et tu choisis ton salaire. C'est toi et toi seul, qui sais, ce que tu vaux et ce dont tu as besoin, pour vivre et donc c'est une négociation évidemment, notamment, quand tu arrives, chez nous, et ce système d'incentive, n'existe pas. Ça ne veut pas dire que tu peux pas faire évoluer ton salaire. Ça veut dire que en fait, c'est pas parce que tu atteins tel objectif de signature que tu vas gagner, ça en plus. Alors quand on dit ça, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Ouais, Heu, ça me fait penser, au bouquin, de Netflix, sur Netflix, La règle, pas de règle, avec Red Hastings. mmh. Il explique tous ces concepts, hein, dont tu parles et en fait, tu te rends compte que, bah, c'est sur le papier, c'est génial, c'est pas si facile à mettre en place, ça demande beaucoup d'organisation, de réflexion. Donc ça m'intéresse, hein, d'en savoir un peu Ah, plus, même si ça peut faire aussi l'objet
un 2e épisode. Oui, non, mais Mais c'est hyper intéressant et surtout sur la partie sales. Moi, j'ai eu pas mal de difficultés, notamment puisque, bah, on est dans un milieu, de fintech, on va dire, où il y a eu, dans les années précédentes, énormément de levées de fonds et donc, ouais, très on s'est concurrentiel. arraché c'est très concurrentiel en termes de recrutement et de donc Mmh. de chasse de profils, notamment pour, les sales et en fait, les salaires étaient à une époque très élevés, puisqu'il y avait beaucoup d'argent, les entreprises Ouais. avaient beaucoup d'argent d'une manière générale, donc on pouvait payer grassement, les gens, tant mieux d'ailleurs, hein. Et nous, on avait du mal à rivaliser et surtout quand on expliquait qu'on n'avait pas de système d'incentive, c'était, d'autant plus, compliqué en fait, Mmh. à percuter. Donc il a fallu expliquer que, ben, nous, on proposait, un autre système, donc basé sur cette fameuse culture qui te permet d'avoir plus de flexibilité, d'une manière générale et de choisir, ton salaire et de le faire évoluer comme tu le souhaites. C'est-à-dire que, ça permet, aussi plus de polyvalence et ça permet aux gens de vraiment, s'épanouir et on avait été confrontés par nos expériences passées, à ce modèle où on faisait beaucoup, beaucoup de croissance, et où on avait incentivé les sales et où, finalement, malgré tout, tu as quand même aussi des difficultés avec l'incentive. C'est-à-dire que les sales se mettaient à signer, juste pour signer, pour toucher leurs incentives et sans penser à la pérennité, du business. Donc tu signes tout et n'importe quoi finalement. Et finalement, les gens qui se retrouvent à gérer les clients, bah, ouais, finalement le client il est un peu pourri, enfin ça colle pas ou finalement il concrétise pas son projet ou bref et ça colle pas aux valeurs en fait, de la boîte. Et pour autant, lui, il a signé, il a fait le job, il a eu sa prime. Donc en fait, c'était un peu déconnant. Donc en fait, on s'est dit: «OK, non, on arrête ça et on met tout le monde sur un pied d'égalité» et donc l'idée, c'est de choisir son salaire. Donc tu as effectivement un premier salaire, d'entrée, et là, ça peut, enfin, c'est aussi une adéquation entre ce que nous, on est prêt à mettre par rapport à l'expérience et ce que lui nous demande. Donc on a une grosse discussion, là-dessus Ouais. et C'est vas-y. Non, non, mais je pense à ces histoires d'effets pervers, en fait, de l'incentive et en fait, un effet qui, je sais pas si tu connais l'effet Cobra? Non, ça me dit rien comme ça. En fait, c'est une anecdote, en Inde, pendant les colonies, anglaises. Il y avait beaucoup de cobras à New Delhi Mmh, et donc pour, essayer d'éliminer ces cobras, le gouvernement britannique a proposé, en fait, de payer les gens qui leur ramenaient des cobras OK, et en OK. fait, qu'est-ce qui s'est Mmh. passé? C'est que les Indiens ont tous commencé à élever des Bah, cobras, bien sûr. à les faire s'accoupler Mmh. et au final, pris de peur, le gouvernement britannique a arrêté, l'incentive, mais du coup, il y avait plein de cobras ayant eu encore plus de cobras en Inde et en fait, ça montre en fait que parfois l'incentive peut avoir un effet pervers et ça peut marcher, je pense aussi dans le cas dont tu as parlé, hein, c'est-à-dire, OK, vous allez vouloir incentiver des sales. Est-ce qu'ils vont vendre de la bonne manière pour les bonnes manières, pour le why ou Mmh, pas? c'est ça. Et donc, toutes ces conclusions, enfin toutes ces expériences nous ont amenés à dire: «OK, on fait plus d'incentive» et surtout aussi parce qu'on croit vraiment au fait que, la personne, elle peut vouloir faire du sales le matin et justement, travailler d'autres sujets l'après-midi, enfin, ou peu Ouais. importe dans l'emploi du temps, mais et j'ai le cas précis en fait, de profils qui veulent, nous aider en marketing et en même temps, qui sont très bons en sales et c'est dommage, de se priver, de ça et en leur accordant le fait de pouvoir avoir un poste un peu plus polyvalent, et ben, ils sont plus impliqués, plus compétents et pour autant, ils sont pas lésés puisque finalement, si leur REM, elle était calquée sur leur incentive, ils n'auraient aucun intérêt à ne plus faire de sales. C'est-à-dire que, si 50 de ta REM, elle vient de l'incentive que tu fais sur les signatures, bah, tu es pas décidé à nous aider, dans, je sais pas, le développement, la gestion des événements, le marketing ou, sur le produit par exemple aussi, puisque finalement ils auraient moins de temps pour vendre et donc ils gagneraient moins théoriquement. Donc ça aurait pas de sens. Donc bon, on a trouvé que c'était, plutôt un cercle pervers et donc on n'a pas voulu, reconduire ça et pour autant les gens, peuvent faire évoluer leur salaire. C'est quand même très important. C'est que ils sont grosso modo assez bien payés chez nous,
petit peu plus que la moyenne, je dirais, puisque finalement leur salaire, c'est quasiment que du fixe, hein, et donc dans Ouais. la partie commerciale, c'est plutôt confortable. Et tu peux faire évoluer en fonction, ben, de tes besoins, de l'année qui s'est écoulée, des projets que tu as pu mener, mais c'est pas que des critères, objectifs, ça peut aussi être des critères subjectifs. J'ai fait ça et personne ne voulait le faire et je l'ai très bien fait, voilà, j'ai géré tel sujet, tel projet et du coup, j'aimerais faire évoluer mon salaire et les gens peuvent faire évoluer leur salaire et les sales n'en font pas exception, quand ils le souhaitent. Il suffit simplement d'être coopté par, un de leurs pairs, en fait. D'accord. Ouais, c'est vraiment ce que dit Red Hastings dans son bouquin. Mmh. Oui, j'allais te demander effectivement si le fixe était, du coup un peu plus élevé que la moyenne du marché et ça répond, à la problématique de, bah, oui, tu auras un fixe plus élevé, ce qui te permettra de, pourquoi pas investir, dans un achat immobilier et cetera et pas Exactement. reposer sur des commissions qui, par exemple, dans le cas de l'investissement immobilier, ce n'est pas pris en Sont compte. exactement. Bah, on est obligé quand même de ré parce que tu peux pas, enfin, tu peux pas attirer en disant: «Bah, non, tu as juste un fixe et qui est égal au fixe que tu as et tu as pas de commission». Enfin, ça marche pas donc oui, mathématiquement, le fixe est plus élevé et finalement, quand tu expliques ça aux candidats, parce qu'après une fois que tu es chez nous, tu as compris la mécanique, mais aux candidats, notamment quand tu recrutes, ils peuvent trouver ça confortable. Certains sont pas forcément réceptifs parce que sont très dans le modèle, sales, comme, on a toujours, vu, c'est-à-dire fixe et commission et d'autres sont très réceptifs à ça et finalement s'épanouissent mieux là-dedans. Il y a moins de pression, on va dire, et finalement tu peux faire plus de choses. C'est-à-dire que tu es pas cantonné à ce rôle de sales et ça pour nous c'est hyper important parce qu'aujourd'hui on est 250 collaborateurs en tout, hein, je veux dire et finalement on est assez peu de sales, mais c'est parce qu'on a des sales qui sont très polyvalents et qui sont aussi très impliqués et donc ça nous permet de pas avoir, enfin, moi je la partie commerciale sur les partenaires, c'est une vingtaine de personnes. D'accord. Enfin, donc c'est pas énorme, hein. Ouais, ouais, c'est intéressant et du coup, pour toute cette, partie, mise en place d'une culture, libérée, qui demande quand même, de la réflexion, des réunions et cetera. C'est toi, Amélie, qui gère ça ou tu as quelqu'un qui a la responsabilité, en fait, de réfléchir aux différents sujets? Parce que là, on a parlé des sales, j'imagine qu'il y a d'autres sujets dans les autres départements, Alors ça, c'est comme le reste, c'est-à-dire qu'au début, nous, quand on a lancé Time en 2015, c'était pas du tout structuré comme ça. Bon, c'était pas non plus complètement éloigné, on n'est pas passé du tout au tout. On avait toujours une culture assez flat, assez, enfin, une organisation assez flat, très flexible et cetera. Donc on a structuré au fur et à mesure. On a commencé à vraiment embaucher à partir de 2017-2018 pour vraiment, structurer le produit et cetera et donc au fur et à mesure, ça s'est structuré. On n'avait pas de RH. On a maintenant, 3-4 personnes au service RH qui nous aident à implémenter cette culture et à la faire évoluer. Parce qu'il ne faut pas croire que l'entreprise libérée veut dire: «On fait ce qu'on veut, oui. et c'est open bar», enfin sur, tous les sujets. C'est qu'il y a un cadre et tu peux évoluer dans ce cadre et d'ailleurs ce cadre va évoluer en fonction des problématiques. Il s'est avéré enfin sur la question des salaires, il s'est avéré que quand on a, lancé ça, on avait, je sais pas, trentaine de salariés à l'époque en 2017. Et on a dit: «Bah, voilà, vous choisissez votre salaire, vous le faites évoluer comme vous voulez, quand vous voulez». OK, bon, on a annoncé ça en décembre 2017. Soirée de l'entreprise, tu reçois le formulaire, mensuel pour décider si oui ou non tu souhaites faire évoluer, ton salaire. Soirée de Noël 2017. Alors les devs étaient un petit peu, attaqués, on va dire, et là tout le monde a commencé à se dire: «Ouais, OK, je vais prendre, une grosse augmente, je me fais un cadeau de Noël et cetera» et donc là, on a dit: «En fait, non, ça peut pas marcher si, ça va juste remettre en cause, la pérennité de la boîte», et donc on a mis un cadre, en fait, en disant: «À partir de ce moment-là, si tu veux faire évoluer ton salaire, tu peux, mais il faut que quelqu'un valide, et s'engage avec toi dans l'évolution de ce salaire». Quelqu'un, la personne que tu souhaites, qui est capable de juger de la qualité de ton travail, en fait et de savoir si oui ou non, c'est une bonne idée de t'accorder cette, réévaluation de salaire. Donc ça responsabilise, en fait, tout le monde et donc et sur les sales, c'est exactement la même chose. Donc au début, on a mis ça en place, nous, les cofondateurs et puis maintenant on a des équipes, notamment, RH qui nous aident, à structurer,
à aborder toutes ces questions. Là, on parle beaucoup de la rémunération, mais il y a le télétravail, il y a enfin toutes ces questions-là où on est obligé de mettre quand même un minimum de cadre pour que ça fonctionne et plus tu grandis finalement, plus, ce cadre-là, non pas il se durcit, mais il est important qu'il soit bien transmis pour que chacun ait en tête, les règles du jeu, quoi. Ouais, c'est là que tu vois quand tu es fondateur ou fondatrice d'une entreprise, tu dois quand même toucher à beaucoup de sujets, divers. Donc là, on a parlé de RH, de recrutement, tout à l'heure de stratégie de vente, Mmh. de Ah de bah, tu es sur tous produits. les fonds. Après, Mmh. on a la chance d'être, 7 cofondateurs Ah oui, et on est d'accord, ouais et on a un peu chacun nos spécificités. C'est-à-dire d'accord. que, il y en a qui sont plus produits, moi c'est pas du tout moi je suis pas du tout sur le produit, et sur la tech, c'est pas mes sujets, donc il y en a qui sont plus sur la stratégie produit, toute la partie tech, la sécurité et cetera qui est un énorme sujet, sur une boîte, tech comme la nôtre, moi, effectivement, je suis plus sur la partie vente, je suis beaucoup en lien avec la partie marketing, et sur la partie RH qui est aussi un sujet, qui me passionne, en fait. Donc, on se répartit quand même un peu les sujets. Mais c'est vrai que dans tous les cas, tu es un peu obligé de et notamment au début, d'être sur tous les fronts. Après, Ouais. plus tu grossis, plus tu structures. Il faut aussi savoir, déléguer, et effectivement, ensuite, oui, se reposer sur des personnes qui savent mieux faire que toi, hein, finalement. Ouais, ouais, bah, c'est vrai que 7 fondateurs, ça vous permet de toucher à beaucoup de Mmh. sujets, Et on est heu, 3 vraiment mmh, dans la boîte, au quotidien, on va dire. d'accord, Mmh. d'accord. Les autres sont un peu moins, Oui, c'est plutôt actifs, exactement, investisseurs investisseurs, fondateurs. stratégie, enfin, tu vois? Mais qui sont moins dans l'opérationnel. OK, Mmh. OK, très bien. Bah, écoute, très bien Amélie, on arrive à une quarantaine de minutes d'interview. Est-ce que sur ces sujets, partenariat, B2B2B, organisation commerciale, est-ce que tu souhaites, ajouter des choses qu'on aurait oubliées, que Ah, dans ce qui fait le succès finalement de votre entreprise? écoute, je pense qu'on a oublié plein de choses parce que, Ouais, on va pas résumer en 40 minutes, 9 années, d'existence de la boîte, mais en vrai, on a abordé pas mal de sujets, oui, pas mal de sujets et je serai disponible pour en évidemment, creuser, davantage, mais, heu, voilà, je pense que le vrai sujet a été, pour moi en tout cas, d'y aller, par étapes, et au fur et à mesure, des succès et des erreurs, finalement revoir ta copie et essayer de rechallenger un peu ça. Donc, non, non, j'ai rien à rajouter spécifiquement. Je pense qu'on a déjà abordé pas mal de points. oui et puis tu as parlé d'une bonne pratique, hein, qui était de discuter avec les très bons du secteur, donc le secteur Ah SaaS, oui, d'aller discuter avec les HubSpot, Salesforce qui ont créé un peu ces disciplines de vente autour du SaaS et finalement les gens qui nous écoutent et qui veulent aussi développer une stratégie de partenariat, aujourd'hui peuvent te contacter. oui, bah, oui, en toute modestie, bien sûr, j'ai pas encore le Mmh. succès de Salesforce, hein, même si j'espère. Mais mais oui, oui, effectivement, je pense que de prendre un peu des gens qui savent faire, c'est quand même, indispensable. Après, on a mis notre patte, on n'est pas sur les mêmes marchés, nous, on travaille avec des Ouais. experts comptables, c'est différent, mais effectivement, ils te font passer aussi des étapes, hein, en disant: «Bah, voilà, ça il va se passer ça, vous allez avoir, tel sujet et cetera», donc ça te permet, de gagner du temps, oui, clairement. Ouais, exactement. Bah, écoute, il me reste encore, quelques questions pour toi Amélie, que je pose à tous les invités. Est-ce que dans tes 9 ans passés, il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et qu'aujourd'hui je devrais éviter? Alors oui, il y en a pas mal, mais il y en a une qui est, revenue et sur laquelle en fait c'est une perte de temps et je pense qu'on sous-estime. C'est, travailler avec, et investir, et former des personnes avec qui ça ne fit pas en fait, et qui avec dès le début en fait tu as un truc, tu te dis: «OK, il a les compétences techniques, mais pas forcément le fit, humain, et in fine, ça finit par casser et donc en fait, tu perds du temps. Mmh. Tu perds du temps, tu investis et la personne aussi en face d'ailleurs perd du temps. On est 2 à perdre du temps. Et donc moi, je résumerais ça en disant que quand il y a un doute, il y a pas de doute en fait. Quand il y a un doute avec une personne, il y a pas de doute et ce principe-là, j'essaye de me le rappeler à chaque fois. À chaque fois qu'on veut recruter, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, parce que quand il y a un doute, et notamment c'est valable sur le recrutement parce que, ça a été un de mes sujets, un de mes enjeux, on va dire, de ces dernières années. Bah, quand il y a un doute, il y a pas de doute. OK.
Bah, écoute, bon conseil pour ceux qui sont en train de recruter. Est-ce qu'il y a également un changement d'état d'esprit que tu aurais aimé, faire plus tôt? Alors un changement d'état d'esprit, oui, alors c'est lié aussi à ce que je disais sur la culture d'entreprise. En fait, notre culture d'entreprise, elle est très basée sur la confiance, en l'autre, confiance en l'être humain en général, hein. Enfin, c'est assez philosophique, hein, mais c'est pas très français que de dire, «Je fais confiance aux gens», en fait. On est plutôt méfiant, dans cette culture un peu latine, on va dire, à partir du moment où tu décides que tu peux faire confiance à l'autre et que, bon, ben, de base, tu dois lui faire confiance et que si seulement il trahit cette confiance que tu remettras ça en question. Mais si tu fais confiance en l'autre, ben, tout est plus simple, en fait. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, en fait. J'ai aussi mis du temps à me dire, en gros, repose-toi sur les gens, foncièrement, ils sont là parce qu'ils veulent aussi t'aider et que ça va bien se passer. Donc, si tu fais confiance aux gens, ils finissent par bien te le rendre et ça paye. Je pense que ça a mis du temps à germer, dans ma tête et maintenant, c'est aussi quelque chose que j'essaye d'appliquer, à chaque fois, en fait. Ouais, c'est vrai que tu as parlé de culture latine, moi j'ai travaillé avec des Américains, eux, ils sont à l'inverse, Mmh, ils font confiance très vite, ils te donnent exactement. beaucoup d'autonomie et ils jugeront après, bon, ils ont aussi, parfois, comment dire? L'effet pervers, c'est que du coup, ils embauchent beaucoup et après ils licencient beaucoup aussi, Mmh. Alors mais je pense qu'il faut un peu enfin ça ouais. rejoint un peu la première question, enfin la question précédente, c'est-à-dire qu'il faut se faire confiance aussi. C'est-à-dire qu'il faut faire Mmh. confiance en l'autre, mais il faut se faire confiance. C'est-à-dire que ça fait partie aussi des compétences, notamment, que j'espère avoir, et c'est, à sentir un peu les gens justement et du coup, se dire: «Est-ce qu'on peut y aller, pas y aller?» Et à partir du moment où on a décidé qu'on y allait, bah, on fait confiance et du coup, forcément ça met toutes les chances du bon côté pour que ça fonctionne en fait. Ouais. Ouais. Écoute, il me reste 2 questions, Amélie. Est-ce qu'il y a un achat de moins de 100 € qui t'a changé la vie? Donc ça, c'est une question de Tim Ferriss Mmh. qu'on retrouve dans ses bouquins. Alors moi, j'ai réfléchi parce que j'avais, étudié un petit peu cette question, en écoutant tes podcasts et j'avais vu que tu l'as posée. C'est très pratico-pratique, mais il y a 2 choses qui m'ont changé la vie. Il y a mon abonnement à Amazon Prime. Alors je fais pas de pub, mais en vrai, ça m'a vraiment changé la vie parce que moi, j'ai 2 filles, j'ai, une boîte, j'ai 250 mecs à gérer. Donc en fait, je suis un peu sur, tous les fronts et ça m'a vraiment grandement facilité la vie, pratico-pratique. Mes AirPods, bon alors c'est pas mon casque à moi, mais mes AirPods parce que je prends pas mal le train et du coup, ça me permet vraiment d'écouter, bah, des podcasts, de faire, 2 choses en même temps. Donc c'est vraiment, voilà, c'est pas révolutionnaire, mais pour moi, ça c'est aujourd'hui un indispensable, alors que c'est pas grand-chose, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Tout ce qui est effectivement, AirPods, ça facilite pas mal de choses, notamment sur des sujets, où tu es au téléphone, où tu dois écouter, des podcasts comme on fait tous les 2. Exactement. Écoute, merci beaucoup Amélie, on arrive à la fin du podcast. Une dernière question, je te donne une carte blanche, pour inviter quelqu'un, tu me proposes qui? Eh bien, je te propose alors c'est une femme avec qui, j'ai pas mal échangé, qui est, directrice commerciale et je sais que c'est ton audience, d'une agence qui s'appelle l'agence Copernic. C'est un intégrateur HubSpot, ça reboucle avec ce qu'on disait. Elle s'appelle Mélanie Cailly et elle a une approche commerciale, vraiment, top. Enfin, moi, j'ai adoré bosser avec elle. Pas du tout justement dans la vente forcée, plutôt dans l'accompagnement, dans le conseil. Je te conseille, Mélanie vraiment pour son approche qu'elle peut avoir et son expérience aussi, client d'une manière générale. Et sinon, j'ai un de mes potes aussi qui a un super parcours, qui s'appelle, Bruno, Latapy, qui est, SVP Sales chez Dailymotion et qui a un parcours, incroyable et qui, à mon avis, pourrait avoir du sens dans ton podcast puisqu'il est vraiment très, très sales aussi. Et oui, Dailymotion, on le sait peut-être pas, mais ça existe encore, hein? Oui, c'est ça, Ouais. ça existe encore. Bon, bon, lui, il a un gros poste, il a pas mal monté, il a plein de vies dans une vie, mais oui, oui, ça existe et ça fonctionne bien, ouais. Mmh. Ouais, et je crois qu'ils se sont spécialisés justement sur le B2B, Exactement. Mmh, pour toutes les boîtes qui ont besoin de plateformes vidéo, mmh. pour leurs services, ouais. Ouais et ouais, donc lui, c'est un peu
bon, je te redonnerai ses coordonnées si tu veux. Ouais, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Amélie. Si on veut te joindre, on te contacte sur LinkedIn? Ouais, Ouais. LinkedIn, carrément. Tu peux mettre, mes coordonnées. Bah, écoute, merci encore pour cet épisode. Bonne, Merci à toi. suite avec, Time, hein, on va Mmh. suivre vos aventures et puis, Merci bah, beaucoup. si vous êtes expert comptable et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas et si vous avez besoin, vous êtes entrepreneur et vous avez besoin d'outils de ce type, Ça marche aussi. vous pouvez aussi contacter en direct Time ou Exactement. demander à votre expert comptable de s'y pencher. Les 2 fonctionnent. Merci en tout cas, pour ce podcast et puis, à très bientôt j'espère. À bientôt Amélie, salut. Ciao, ciao.